breaks. Goes back to 2014, and I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it, 'cause I know that you'd want her to. Coucou! Coucou tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Pour ceux qui nous rejoignent, ce soir on va parler sortie littéraire. Sauf que j'ai déjà 2 livres, j'ai reçu 2 livres en fait. Il y en a un que j'ai même pas ouvert, parce qu'il est emballé. Donc je vais vous montrer ça déjà, et ensuite on parle sortie littéraire si ça vous va. Donc j'ai reçu... Je suis trop contente de l'avoir reçu d'ailleurs, parce que je l'attendais avec impatience. J'ai reçu le nouveau de Julia Richard. Je suis trop contente. Julia Richard, c'était Carne, un roman que j'avais vraiment adoré, même s'il était profondément dérangeant. C'est ça qui était drôle. J'espère que tu as le tome 2 de Sistra dans les 28... Non, donc du coup 29, Claire. Voilà. Donc j'ai reçu Paternoster. Regardez. Il a un jaspage violet. Si. Il est trop beau. Salut Eowyn! C'est bon, la minute 30 est passée, on peut faire une dédicace, mais ouais, c'est ça. Donc pour Dana, jeune femme issue d'un milieu modeste, Basil Paternoster a tout du compagnon idéal. Séduisant, éloquent, et de bonne famille. Mais lorsque vient la rencontre avec les beaux-parents dans leur vaste propriété de campagne lors d'un été caniculaire, les choses s'engagent mal. Ballottée, en fait, je l'ai pas mise... Attends, ça sort en mai, non? Je l'ai pas mise... Bah, on commence. Merde. Je l'ai pas mise dans les sorties littéraires. C'est une sortie littéraire, du coup, on va en avoir 29. Ballottée entre les apéritifs qui n'en finissent pas, les traditions qui lui sont étrangères et les échos de sombres secrets de famille, Dana doute. A-t-elle vraiment envie de faire partie de ce clan? J'irai pas plus loin parce que ça suffit, en fait. Ça a l'air... noir. Ça a l'air trop bien. Donc, trop hâte, j'ai spécifiquement demandé à Julia de ne pas me le dédicacer. Je vous jure. En fait, il y avait 3 possibilités. Soit le réceptionner à un salon du livre, soit qu'on te l'envoie dédicacé, soit qu'on te l'envoie pas dédicacé. Et moi, j'ai sciemment demandé à ce que ce soit pas dédicacé parce que je veux voir Julia pour qu'elle me le dédicace. En fait, je veux la dédicace avec elle et pas recevoir le livre dédicacé. Voilà. Et sinon, j'ai reçu ça. Ça vient d'HarperCollins, mais j'ai pas ouvert. Je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous. Et je sais même plus ce que c'est. Comme ça. Ah oui! Ah, peut-être. Oui, si, ça me parle. La bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque, je ne sais pas. C'est chez HarperCollins et ça sort le 3 mai. Semaine prochaine, ça. Semaine prochaine. Vous voyez, on commence vraiment les sorties littéraires comme ça. Coucou YouTube, hein, nous ne l'avons pas dit. Coucou YouTube. Berlin 1933, l'écrivaine Althea James reçoit une invitation pour participer à un programme d'échange culturel en Allemagne. Pour une fille d'une petite ville du Maine, Berlin paraît follement attrayante, blablabla. Ensuite, t'es à Paris en 1936, ensuite t'es à New York en 1944. Et en fait, c'est inspiré des histoires vraies de la bibliothèque allemande des livres brûlés et du Conseil des livres en temps de guerre. Ce sublime roman, on vous dit, nous plonge avec émotion et poésie dans le destin de 3 femmes extraordinaires qui croient au pouvoir des livres pour triompher des moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Je vous avoue, je vous avais dit que moi, la Seconde Guerre mondiale, j'en pouvais plus. Mais là, on n'est pas dans un camp, on n'est pas à Tatoueur, je sais pas où. C'est différent. C'est différent. Les bibliothèques durant la Seconde Guerre mondiale, ça passe encore. Ça passe encore, donc voilà. Du coup, on est à 30, parce qu'il y a celui-là aussi qui sort la semaine prochaine. Voilà. Et sinon, on va peut-être dire coucou YouTube. Je suis désolée, je n'ai pas fait d'introduction parce que j'avais oublié que j'avais déjà 2 livres et que j'avais pas mis dans mes sorties littéraires, dans ma présentation avec les espèces de diapos après. Donc on a commencé avec les 2 livres que j'ai reçus et que j'avais oubliés. Et là, on va pouvoir commencer réellement les sorties littéraires. Donc je pense que tout le monde sur Twitch est prêt. Êtes-vous prêts? Allez, on y va. Parce qu'il y en a 28 en diapo. Donc 30 en tout. Bon courage à nous, on y va. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie, La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Stardust qui sortira le 3 mai. Moi, je crois qu'il va y avoir 2 versions. Il va y avoir la version reliée, il va y avoir la version brochée. Personnellement, je vais le prendre en broché, je crois, parce que Manon Readings l'a montré en relié et je trouvais que il ajoute pas énormément de choses. T'as juste... t'as pas de jaquette. J'ai décidé
que j'arrêtais ma folie des reliés. À partir du moment où t'avais pas de jaquette et que c'était pas... en dessous, le livre était pas travaillé, etc. Et là, t'as juste une couverture rigide, en fait. Donc, j'ai décidé que comme c'était comme absolu, que j'ai pris en brochet, je le prendrai en brochet. Mais mon choix est tout à fait personnel et vraiment, je ne critique personne. Vraiment, je suis la première à acheter les reliés. C'est juste que j'essaye d'être raisonnable, en fait, c'est tout. C'est tout. Donc, on vous dit... Là, je suis obligée de vous lire, hein, vraiment. Il était une fois une jeune fille dont la mère, déesse de la lune, était tenue captive par le plus redoutable immortel du royaume. Xin-Yin a grandi sur la lune. Elle connaît la solitude mieux que quiconque. Mais ce qu'elle ignore, c'est que depuis sa naissance, on garde son existence secrète aux yeux du redoutable empereur céleste depuis qu'il a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d'immortalité. Mais un jour, évidemment, la magie de Xin-Yin... Ça va être dur à dire ça. La magie de Xin-Yin refait surface. Pour ne pas être repérée, elle est contrainte de fuir sa maison, laissant sa mère derrière elle. Elle se fait la promesse de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. J'ai pas envie de lire la suite. Moi, personnellement, tu me dis déesse de la lune, fille de la déesse de la lune, je te dis d'accord. Tiens, d'accord, juste d'accord, oui. Tiens, un gros oui. Oui. Non, celui-là, je suis sûre de le prendre. Je suis certaine de le prendre. Tu essaies d'être quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? C'est quoi le mot qui commence par ré et qui finit par onable ? Je sais pas. Je sais pas. Il est trop beau. On est d'accord, hein. L'overlay, c'est vrai que l'overlay est très japonisant, oui. Même si là, Xin-Yin, ça sonne plus chinois pour le coup. Après, je sais pas de quelle nationalité est l'autrice, j'en ai aucune idée, mais en tout cas. Bon, on se reprend. Alors... Merci de ne pas me juger, jamais, sincèrement, Mélanie, jamais. Jamais, jamais. Alors, seconde sortie du mois de mai. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça c'est juste pour vous dire que The Love Hypothesis de Ali Hazelwood va sortir en collector chez Hauteville. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il sort en collector chez Hauteville à partir du 3 mai. Je vous redis pas le résumé et tout le monde l'a déjà vu passer. Et du coup, sort aussi Love on the Brain de la même autrice, dans la même maison d'édition, et aussi en collector. Je sais pas s'il était déjà sorti Love on the Brain ou pas. Moi, je les achèterais pas, personnellement, mais voilà, je voulais vous montrer. Ça devient insupportable à force. Je suis un peu d'accord. De toute façon, Love on the Brain, c'est aussi une comédie romantique, globalement, dans le milieu plutôt de la NASA, il me semble. Il me semble que c'est dans le milieu de la NASA. Mais bon, c'est toujours un milieu globalement scientifique. Hein. Non, il compte pas dans... Oui, il compte dans mon calcul des 28, pardon. Ils sont trop beaux, mais je les achèterai pas. Moi non plus. Personnellement, j'ai même pas envie de lire The Love Hypothesis, donc ça va. Ceux-là, j'y arrive, tu vois. Quatrième sortie. Alors, j'étais obligée, je suis désolée. Franchement, depuis l'Or Olympus, je regarde tout ce qui sort avec Hadès et Perséphone. Je suis obligée. En fait, c'est Hadès, la saga, le tome 1, c'est de la Roman 6, soi-disant, comme d'habitude, hein, j'en sais rien, chez Hugo Roman de Scarlett Sinclair. Et ça va être... Je pense que ça va être de la dark romance, en vrai. C'est bien une Roman 6, par contre, si c'est très spicy, ça reste assez sain. Bon, ça va alors. Ça va. C'est du point de vue d'Hadès. Ah, donc en fait, Hadès et Perséphone, c'est du point de vue de Perséphone, et Hadès la saga, c'est du point de vue d'Hadès. C'est ça ? Ah, mais vous m'apprenez des choses. Trop bien. Donc au niveau du résumé... Ah mais oui, mais en même temps, je suis con, je l'avais lu et je m'étais posé la question parce que c'est redécouvrir le monde fantastique des dieux et des mortels à travers le regard d'Hadès. Et là, je me suis dit... C'est pas genre l'autre saga, et ok, bah vous confirmez ce que j'avais pensé. Donc on est avec Hadès, le dieu des enfers, connu pour sa règle inflexible, ses luxueuses boîtes de nuit et ses marchandages impossibles. Habitué à tout contrôler, il n'est pas préparé à découvrir que les parcs ont choisi Perséphone, déesse du printemps, pour être sa future épouse et reine. Bref, c'est Hadès et Perséphone du point de vue d'Hadès. On a compris. Du coup, on n'en veut pas, parce que j'ai pas lu Hadès et Perséphone, donc il n'y a pas d'intérêt pour moi. Très bien. Franchement, c'est bien. Ça me va bien. On continue. Cinquième sortie. Redstone de Charlotte Embrun chez Big Bang. C'est la première à avoir gagné leur concours, je crois.
le premier concours francophone de fantasy young adult. Marrainé par Margaret Rogerson, quand même. On vous dit, Ivy survit dans les bas-fonds de Greybor depuis qu'elle est orpheline. Lorsqu'elle a l'occasion d'embarquer sur le Redstone, le bateau d'un redoutable pirate connu, c'est ça qui m'a fait envie, pour sa dent de pierre rouge, elle saisit sa chance de partir et de se faire de nouveaux compagnons, dont le taciturne Kiam. Vous voyez le truc arriver ou pas? Elle ignore alors que ce voyage va l'emmener bien au-delà des mers de son monde et à la rencontre de son propre passé. Et j'ai pas envie de savoir la suite parce que ça me suffit, il me tente beaucoup. Si le perso est taciturne, forcément l'héroïne va vouloir être avec lui. Non mais évidemment, à partir du moment où tu dis le mot taciturne, c'est le personnage masculin principal. C'est connu. Beaucoup d'histoires de pirates sortent en ce moment, oui. Moi j'ai lu La fille du roi pirate. Après, c'est vrai que j'irai pas vers celui-ci tout de suite, mais j'aime bien la couverture, il est chouette. 6e sortie... Ah oui, du thé pour les fantômes. Donc on vous dit une quête intime où la poésie des contes infuse le réel de Chris Vuklicevic, j'imagine, chez De Noël. Et ici, on vous dit que Agonie est sorcière. Félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Et je dirai pas la suite parce que ça suffit. Il y a du deuil dans un monde où il y a des sorcières. Tadam! Tu vois, franchement, à quel moment ça peut pas me faire envie? Enfin... Vous me connaissez, t'as Agonie. Agonie et Félicité, déjà, les prénoms. Voilà. Agonie qui est sorcière, Félicité passeuse de fantômes. À quel moment ça allait pas me plaire? Qui retrace la vie de leur mère. Voilà. Moi, je vais attendre les premiers avis. Je vais pas me précipiter dessus, ça c'est sûr. Mais je vais attendre les premiers avis, voir un peu si on le voit passer, ce qui se passe, ce que les gens en pensent. Voilà, mais ça a l'air très chouette. Ça a l'air très chouette. En tout cas, si ça tient les promesses du résumé, c'est très chouette, je pense. Sortie numéro 7. Je vous ai forcément mis le Virginie Grimaldi, qui est Une belle vie, c'est chez Flammarion. Et celui-ci, je sais que je vais me le prendre. Pourquoi? Parce qu'on parle de sororité et on parle de deuil, je crois. Il me semble. En fait, t'as deux sœurs, donc, qui s'appellent Emma et Agathe Delorme. Elles sont sœurs, elles ont grandi l'une contre l'autre, mais sont pourtant très différentes. Agathe, la plus jeune, bordélique et ardente, a toujours pris toute la place dans le bain, dans la chambre et dans le cœur d'Emma. Après 5 ans d'un silence inexpliqué, Emma donne rendez-vous à Agathe dans la maison de vacances. Mima, leur grand-mère adorée, n'est plus, il faut vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs. Donc en gros, ce qu'on comprend, c'est que t'as deux sœurs, elles se sont pas parlé depuis 5 ans, alors qu'elles étaient globalement... j'ai l'impression qu'elles étaient proches avant, dans le résumé en tout cas. Et tu as la grand-mère qui vient de décéder et il va falloir vider les lieux et du coup ça va rapprocher, j'imagine, les sœurs. Et aussi peut-être comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elles ne se parlaient plus. Et puis peut-être refaire un petit peu l'histoire de leur famille aussi. Enfin bref, c'est, on vous dit, dans la beauté de cet été au Pays Basque. Donc on est dans le Pays Basque. Moi c'est Virginie Grimaldi, j'y serais forcément allée. Avec des sœurs, j'y vais encore plus. Avec un deuil... je vais l'acheter, globalement. Mais c'est tellement sûr, c'est prévisible. À un moment donné, il faut le savoir. Moi, j'aime beaucoup Grimaldi. Je trouve qu'elle écrit vraiment... Elle arrive à retranscrire des émotions d'une façon simple et percutante. Et c'est ça que j'aime bien au niveau de sa plume. Et les sœurs. Moi, je suis très proche de ma sœur, donc la thématique de la sororité me plaît toujours. Vraiment, la thématique des sœurs, c'est mon truc. Et en plus deuil. Voilà. J'ai pas le choix, je le prendrai. Et j'attendrai pas le poche, tant pis. Sortie numéro 8. Je pouvais pas ne pas vous le mettre. Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, je sais pas. Chez Sabran, je sais pas comment on dit, qui est la nouvelle, je dirais, collection de Saxus. On vous dit, les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Putain, le prénom par contre ça va être difficile. C'est Angrboda, 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 est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Transpercée et brûlée vive à 3 reprises, elle parviendra à échapper à la mort, perdant sa mémoire et son cœur au passage. Ce n'est que le début d'une histoire plus troublante. Angrboda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki. Dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il sème sur son passage.
J'ai pas envie de lire la suite. Franchement, en vrai, ça me suffit. J'ai vu le jaspage et tout. Tout est magnifique. Donc voilà pour Cœur de sorcière qui me fait très envie. Et en même temps, comme d'habitude, c'est la maison d'édition chez qui j'ai pas trop envie de donner d'argent. Du coup, voilà. J'espère au moins qu'il est beau. Mais ça, j'ai peu de soucis pour ça, parce qu'en réalité, leurs livres, ils sont toujours beaux. Mais est-ce que le reste suit? Je ne sais pas. Sortie numéro 9. Celui-ci me fait trop envie. C'est la fiancée du dieu de la mer. Et c'est de Axio aux éditions Lumen. Ça me rappelle un peu, j'avais vu un drama qui était la fiancée de Habeck, qui est aussi le dieu de la mer d'ailleurs. Donc je sais pas s'il y a un lien ou quoi, parce que là ça sonne un peu plus, ça sonne pas forcément coréen. Mais franchement j'ai vu un drama qui reprend un peu l'histoire. Enfin pas cette histoire-là, mais qui reprend cette thématique de fiancée du dieu de la mer. On vous dit, son sacrifice parviendra-t-il à sauver les siens? Chong Shim, une villageoise d'une beauté sans pareille, est destinée à devenir la 100e fiancée du dieu de la mer. Nombreux sont ceux à croire qu'elle est l'élue, la véritable promise dont parlent les légendes. Grâce à elle, la paix adviendra enfin dans tout le royaume, meurtri par près de 100 ans de tornades destructrices, d'inondations et de guerres. Mais Chang est amoureuse de June, et le soir du sacrifice, c'est Mina, la sœur du jeune homme, qui va prendre sa place au fond de l'océan. Et j'ai pas envie de lire la suite. Franchement, j'ai pas envie, parce que rien que ça, moi je sais que je vais y aller, je sais que je vais me l'acheter, donc j'ai pas besoin. C'est une réécriture d'un conte, du coup c'est pour ça que la thématique revient dans d'autres choses. Je comprends. Beaucoup de sorties d'inspiration asiatique en ce moment, c'est vrai. C'est vrai. Mon 2e sur 3, je te comprends, Phénicia. Mais vraiment, il me fait trop envie, celui-ci. Yvan, il nous en reste 20, hein. Enfin 19. Sortie numéro 10, c'est Je brille pour toi, de Amandine Peter. On vous dit, moi c'est Suniva, je n'ai plus que quelques mois à vivre, alors je voyage dans la galaxie, seule, mais je m'amuse et j'en profite à fond. Je m'apprête à installer une mise à jour sur le tableau de bord d'un Shaodan, une espèce qui ne s'est encore jamais montrée auparavant, alors je suis curieuse. En fait, moi ce qui m'intéressait, c'était que t'allais globalement voir d'autres espèces, je pense que la couverture le montre bien. Et en gros, le Shaodan va la kidnapper à bord de son vaisseau. Je suis Eiro, premier représentant des Shaodan, je sais pas comment on dit du tout. Mon espèce détient le remède d'une maladie qui décime les voyageurs de l'espace. Ma mission est simple, diffuser le remède au plus grand nombre de façon éthique et pacifiste. Mais lorsqu'une humaine s'en mêle, toutes mes certitudes vacillent. On est globalement dans de la romance, je pense. Il me fait peur, l'homme violet. Je me tue. 11e sortie. Le Monde Miroir, c'est chez l'Alchimiste de Lily Fox. Alors, je vous avoue, moi, je me méfie un peu des éditions L'Alchimiste. Je trouve que leur livre, la couverture, la dernière fois que j'avais acheté un livre, c'était pas méga quali, quoi. Ça faisait un peu cheap et du coup, je l'avais payé super cher, ça m'avait un peu dégoûté. Elle fait plus d'auto-édition. Merci Little pour rétablir la vérité. Ah bah t'es en train de lire l'autrice, ah bah cool Didine. Donc là c'est Le Monde Miroir de Lily Fox, je n'irai pas pour l'instant, j'irai peut-être plus tard. En gros, c'est ça. On vous dit, nos vies ne tiennent parfois qu'à un fil, la sienne ne tient qu'à un miroir. L'antique château de Monsieur Freux est à vendre. Lorsque Jonathan Bowen s'y rend pour établir l'état des lieux, il est loin de se douter qu'il n'est pas prêt d'en repartir. Sans même avoir le temps de comprendre ce qui lui arrive, le voilà fait prisonnier des limbes. Le monde miroir où les amants peinent errent sans but jusqu'à sombrer dans la folie. Vous comprenez un peu pourquoi ça m'a tiré, ça a l'air franchement ça a l'air super chouette. Loin d'accepter son sort, Jonathan compte bien tout tenter pour retrouver sa vie normale. Dût-il bouleverser le destin des âmes damnées qui lui tiennent compagnie, ou encore, s'il n'y prend pas garde, mettre le monde réel en danger. Avouez, ça a l'air bien. En vrai, ça a l'air bien, mais... Voilà. C'est tout ce que je dirais. 12e sortie. Les bruits du souvenir de Sophie Astrabi aux éditions J'ai lu. Celui-ci, je vais pas vous le cacher, si je l'ai mis déjà, c'est parce qu'il est étiqueté prix Club des lecteurs. Et... Deuil. Désolée. Désolée, c'est toujours la même chose, c'est horrible. Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a légué un carnet ainsi qu'un appareil photo dans lequel se trouve une pellicule. Le lien entre les deux objets, un petit village de l'Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter. Sous une autre identité, Claire s'installe à Marel en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé.
Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances. Avouez, ça a l'air trop bien. 13e sortie, je crois. Hop! Ah, celui-ci! Ah, la mort de mon porte-monnaie, c'est aujourd'hui. Nettleton State Village de Anne Leary aux éditions Faubourg Marigny. Déjà, Faubourg Marigny, gage de qualité. Et en fait, c'est Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. Et on vous dit que c'est l'histoire de 2 amis élevés au sein du même orphelinat dont la loyauté est mise à rude épreuve. Pourquoi ? Parce que en 1927, en Pennsylvanie, on suit Marie, qui a 18 ans, qui est embauchée pour travailler dans une clinique pour femmes handicapées mentales, soi-disant. Le célèbre Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. Donc elle se dit ça va être cool. L'établissement est moderne, il ressemble pas à un asile comme dans les films d'horreur, ça n'a pas l'air sombre ni miteux. Elle se fait rapidement des amis et elle passe ses week-ends à faire des rencontres. Sortir, danser, entre 2 rendez-vous avec un séduisant journaliste. Et elle adore son travail, elle adore ça, elle est admirative devant la directrice, machin, bref, elle kiffe le truc. Pour le dire vulgairement, elle aime, tu vois. Sauf que, un jour, arrive, justement parmi ces femmes soi-disant handicapées mentales faibles d'esprit, Lillian Faust, qui est une de ses amies avec qui elle a grandi à l'orphelinat de Scranton, donc elle connaît bien. C'est une chanteuse accomplie avec un don pour les langues, mais elle a également mené une vie débridée avant d'être admise à Nettleton. Marie est persuadée que son amie n'a rien à faire à l'asile, et lorsque Lillian la supplie de l'aider à s'échapper, lui révélant ce qui se passe réellement derrière les portes de la clinique, Marie doit choisir. Et moi, j'ai ma petite idée sur l'histoire. Moi, j'ai ma petite idée sur le truc. Franchement, il fait trop envie. Mais ouais, et puis en plus, on parle psychiatrie, mais pas vraiment. Pas vraiment, parce que si tu précises pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer... Pourquoi est-ce qu'on précise ça, tu vois ? Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas les vieilles handicapées mentales, etc. Tu vois ? Il y a un truc. Il y a baleine sous gravillon. Clairement. Et du coup, ça me fait trop envie. Mais j'en ai trop de Faubourg Marigny que j'ai acheté et que j'ai pas encore lu. Donc peut-être que je vais attendre. Voilà. C'est le drame de ma vie. Ensuite, alors là, contexte particulier. Ça mérite une enquête approfondie. On est d'accord, Takashi, tu vas lire ce livre et nous faire un résumé. Alors, ensuite, pour le coup, c'est une maison d'édition que j'ai découvert là. Sincèrement, il y a 3 jours, je pense. Nouvelle maison d'édition. Je sais que c'est ça parce que c'est une des images que j'ai rajoutées là. Nouvelle maison d'édition et qui a l'air... Enfin, qui va peut-être envoyer du lourd. Franchement, il va falloir suivre ça. Frost, donc de la saga Frost et Nectar, de C.N. Crawford chez les éditions Corrigan, qui sont une nouvelle maison d'édition. J'ai cherché partout, il y a des réseaux, il y a TikTok, Instagram, il n'y a pas encore de site. Et on vous dit, celui-ci c'est... Ah oui, en fait, cette maison d'édition-là, il va falloir vous préparer, elle sort 3 livres en mai. Donc celui-ci le 10 mai, enfin elle sort 4 livres en mai, mais il y en a un, il m'intéresse pas. Celui-ci le 10 mai, les autres le 17 mai. Et c'est de la fantasy, les 3. Les 3 cochent mes 3 critères favoris, c'est-à-dire fantasy, romance, royauté. Ah, je vous jure, c'est horrible. Donc on vous dit, lors du pire anniversaire de ma vie, je rentre à la maison et je trouve mon petit ami au lit avec une autre femme. Je m'enfuis seule dans les rues de la ville et promets de rester célibataire pour toujours. Jusqu'au moment où je croise le roi. Déjà tu te dis, ok, on est dans la fantaisie. Dangereusement sexy, évidemment, qui parcourt les rues à la recherche de fées comme moi. Chaque génération, le roi organise un concours pour choisir sa reine, hors de question de me marier avec Taurine. Alors, quand je l'insulte, j'attire bêtement son attention. Quand Taurine m'offre 50 millions pour participer, je pense, qu'est-ce que j'ai à perdre ? La réponse, ma vie, tout simplement. Donc bien sûr, on est sur du New Adult et de l'Enemies to Lovers. Voilà, il m'attire. Suivant. Donc celui-ci le 10 mai, puis les autres, ça sera après, c'est le 17, donc c'est pas tout de suite. Suivant. Hôtel magnifique d'Emily J. Taylor aux éditions Bayard. Ici, alors, que je retrouve, on vous dit
Préparez vos bagages pour ailleurs, départ prévu à minuit. Lorsque Gianni et Zosa, j'imagine, Zosa, je sais pas, sont engagés à l'hôtel magnifique, elles s'attendent à pénétrer dans un endroit où la magie foisonne à chaque étage. Mais les deux sœurs ne tardent pas à déchanter car le magnifique est truffé de pièges et le maître des lieux n'est pas aussi bienveillant qu'il en a l'air. Gianni doit donc découvrir tous les secrets de l'hôtel et pour ça elle ne peut compter que sur Val, un mystérieux membre du personnel. Je n'irai pas. Pourquoi je n'irai pas? Je reprends mon propos. J'irai pas parce qu'il me fait un peu trop penser à Caraval. Caraval qui est une saga qu'ils n'ont jamais terminée parce qu'il s'est pas vendu assez. Delphine qui met la hype sur le chat, enfin sur le live. Franchement, j'irai pas parce que j'ai peur qu'ils finissent pas la saga comme pour Caraval. Ça me fait penser un petit peu à la tournure du résumé de Caraval. Et du coup, ah non. Non, même s'il a l'air bien. Oui, mais il est pas sorti chez eux, Enzo. Le tome 3 de Caraval, il est sorti dans une autre maison d'édition. Il est pas sorti chez Bayard. Hein. Ils l'ont jamais fini. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. C'est que, bon... J'irai pas. mais ça a l'air cool. En vrai, ça a l'air cool. Sortie suivante. Alors, celui-ci, Atlas, l'histoire de Passault de Lucinda Riley et Harry Whittaker, je ne sais pas, c'est le dernier tome de la saga Les 7 Sœurs, c'est chez Charleston. Globalement, Lucinda Riley, vous le savez sûrement, est décédée des suites d'une longue maladie et globalement, elle n'avait pas terminé ce roman. Et ce roman a donc été terminé avec, en gros, elle a donné ses idées, ses directives à son fils, Harry, qui l'a écrit. En gros, elle lui a dit comment elle imaginait le roman et c'est lui qui l'a écrit, voilà exactement. Et du coup... on arrive avec ce dernier tome, bien évidemment, des 7 sœurs, parce qu'il n'y aura plus rien. En tout cas, ça a l'air cool, parce que j'aime bien les 7 sœurs. C'est bien, ouais, j'aime bien. Sortie suivante. Je l'ai mis quand même, Belladonna de Adaline Grace, aux éditions de Saxus. Pour le coup, on dit qu'il suffit de 5 baies de Belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, c'était mieux avant, ouais. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs, plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Ça, j'aime bien. La fin prématurée, là, ça me parle bien. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne. Ça me fait pas... Hawthorne, c'est pas le nom de famille dans Inheritance Games ? Je crois, hein. Une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. Bref, ça m'attire, je vais pas vous mentir, ça m'attire de ouf. Je pense que celui-ci par contre, il va finir chez moi. Je vais encore faire mon petit pigeon. C'est tout, c'est la vie. Sortie suivante. Royal Blood de Amy Carter aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce roman, on vous dit que Evangeline Bright est la fille illégitime du roi d'Angleterre, Alexander III, et a grandi loin de la famille royale aux États-Unis. Mais peu avant ses 18 ans, elle emménage dans le palais de Windsor où elle se sait détestée de tous et particulièrement de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Alors que contre toute attente, Alexander souhaite nouer des liens avec Evangeline et rattraper le temps perdu, la jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse qui découvre son existence et accusée du meurtre. J'irai pas, vraiment j'irai pas, mais je le trouvais assez intéressant et je pense qu'on va en entendre parler. Mais là, t'as le côté royauté, ok, mais c'est pas du tout le type de royauté que j'aime bien, donc voilà. Ensuite, sortie suivante... Je vous l'ai mis. J'organise un concours pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Instagram. Il y a un concours jusqu'à samedi soir pour gagner l'intégrale des Arcanes d'Emera. Regardez comme il est beau. Et regardez ma super grande dédicace. En fait, à chaque fois, Elina, elle me fait des romans dans le roman. Je trouve ça très drôle. Et il y a un bonus dedans. Je ne l'ai pas encore lu, je vous avoue. Mais en même temps, ça va être dur de lire le bonus en vrai parce que j'ai lu le tome 3, enfin la saga, je l'ai lu il y a longtemps. Le tome 1, je l'ai lu en 2018, pour vous situer. Le tome 3, je l'ai lu à sa sortie, mais vous voyez, ça fait un petit peu longtemps quand même. Et du coup, est-ce que je vais pouvoir profiter du bonus comme je veux? Je ne sais pas. Mais en gros, t'as un bonus là. Et t'as déjà la couverture du prochain roman de l'autrice. Et ça, je vous montre si vous voulez. Hop. Tadam!
qui sera le syndrome des carillons. Et on a trop hâte. Et je crois que c'est prévu pour septembre. C'est quoi comme genre? On va dire que c'est du fantastique, on va dire. En gros, tu suis Aline qui est infirmière, qui a pour meilleure amie un fantôme, et qui voit débarquer dans son cabinet, globalement, une organisation qui s'occupe une organisation qui s'occupe de choses qui se passent dans la vie après la mort. En fait, je veux pas vous spoiler, c'est pour ça que j'essaye d'en dire le moins possible. Et elle va faire partie de cette organisation, et c'est trop bien. En gros, c'est trop, trop, trop bien. Je suis très contente qu'ils en aient fait une intégrale, parce qu'elle est très chouette, elle est très jolie. Donc voilà, à ajouter à ma collection, pour le coup. Mais ouais, c'est vraiment... c'est une saga assez phare de chez Inceptio. Moi, c'est le premier roman que j'ai lu de chez Inceptio, et depuis je crois que depuis ce premier roman, je suis partenaire avec eux. C'est-à-dire que ils m'avaient proposé... Je les ai découverts parce qu'ils m'avaient proposé Les Arcanes d'Emera en e-book, parce qu'ils se lançaient. J'avais dit oui. Et en fait, j'ai tellement adhéré au premier chapitre en 2018 que je me suis acheté moi-même le papier, en fait, juste pour l'avoir. Et depuis le lancement d'Inceptio, en fait, je suis partenaire avec eux. Tellement j'ai aimé. J'avoue que ce serait le cas, cette intégrale, mais je ne suis pas sûre que ma montagne à lire soit ok. Mais c'est une intégrale. Tu mets 3 tomes en un seul. Ça fait baisser un peu ta pile à lire, finalement. Non. Reine de la triche, bonjour. Ah, alors ça, je l'ai mis en me disant, c'est peut-être de la dark romance, et je pourrais peut-être le lire, du coup. C'est Bend Her de Cassie Alexander. Avouez que le titre fait très dark romance. On vous dit, dans une espèce de réécriture sombre, fantastique de La Belle et la Bête. Ça raconte l'histoire de Raïm, la bête, un cruel mage métamorphe dont le destin est de mourir de la main d'une femme qu'il doit protéger à tout prix, et de Lisanne, la princesse des larmes qui n'avait jamais quitté son château avant de se retrouver à sa merci. Pour se libérer, elle doit apprendre la magie en devenant son élève, quitte à apprendre d'abord la douleur. C'est de la dark, non ? Je sais pas, ça fait dark, ça fait méga dark. Ça envoie carrément des vibes. La Belle et la Bête, ouais, carrément. On dirait un peu les couves de la saga Guild. Non, on est d'accord, j'y ai pensé tout de suite. Mais comme on a un objectif de sub qui est de me faire lire de la dark romance, je peux peut-être choisir mes dark romance, parce qu'en vrai, j'ai posé la question sur Instagram, franchement, tout le monde me cite Captive, et j'ai pas envie de le lire. Et sur YouTube, je crois aussi, globalement. La Belle et la Bête en mode 50 nuances degrés. Putain, ça va me tuer, La Belle et la Bête, je crois. Bon, je vais réfléchir. Sortie suivante, je crois qu'on revient dans la maison d'édition que je vous ai présenté tout à l'heure, oui. Le cœur du prince Corbeau de Tessonja Odette, donc c'est le royaume des Fae, le tome 1. Et il me semble que c'est une réécriture de Cendrillon. C'est une réécriture de Cendrillon. On vous dit... Le prince Franco est l'idéal masculin de toute jeune femme du royaume qui rêve de coucher avec lui, de l'épouser ou de voler un instant de sa vie. Mais après une multitude de rendez-vous insatisfaisants, le prince a renoncé à l'amour. Il n'a qu'un seul problème, il doit prouver qu'il est le digne héritier de la couronne, et pour montrer aux yeux du monde qu'il n'est pas célibataire, il est prêt à tout, même à mentir. Il décide donc de faire un marché avec Humber, une jeune demi-fée devenue servante, Cendrillon, qui a presque été réduite en esclavage par sa famille. Elle aussi est prête à tout pour retrouver sa liberté. Jusqu'à minuit, au bal de la pleine lune, Humber devra se faire passer pour la petite amie du prince, la future princesse du royaume. Faire semblant d'aimer ce prince qu'elle déteste, un homme méchant et au cœur noir, risque de ne pas être simple. Pourtant, dans un monde d'illusions et de mensonges, les sentiments naissent peu à peu. Oh oh oh. En vrai, il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Il y a sa chaussure, dire qu'on la cherche partout. Mais oui, non mais c'est ça. Elle est sur la couverture, les gars. Pour le coup, ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Sauf que j'ai regardé. J'espère que les tomes se lisent vraiment indépendamment. Je pense que c'est indépendant. Parce que là, c'est le Royaume des Fae, tome 1. Et en fait, en anglais, l'autrice a publié le tome 1, c'était autre chose. Celui-là, c'était le tome 2. Enfin, le tome 2, vous voyez ce que je veux dire. Et je crois que c'est des réécritures de contes à chaque fois. Le tome 1, c'était la réécriture de La Belle et la Bête. Pourquoi ils ont pas sorti celui-là en tome 1 ? Bon, bref, c'est tout. Cendrillon, c'est bien aussi. Et je crois qu'il y a une réécriture aussi de La Petite Sirène. En tome 3, je crois. Mais globalement, et ils sont pas les seuls. Je crois que les Italiens ont aussi sorti Cendrillon avant, je crois. Donc, à voir. Si c'est simplement parce qu'en fait, on peut les lire de façon totalement indépendante, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Ensuite,
C'est le dernier de cette maison d'édition pour mai. C'est Un royaume d'ombre et d'épines, donc la guerre des royaumes de L.J. Andrews chez Corrigan Éditions. Et là, on vous dit que je retrouve nièce du roi, Élise n'a jamais été une fille très sage, digne de son rang. Elle n'aime rien tant que se faufiler en secret dans les tripots et ne veut surtout pas se marier. Mais son oncle, le roi, ne l'entend pas de cette oreille. Et pour la protéger, lui donne un garde du corps. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Franchement, j'ai pas besoin de continuer. Vous savez où on va après ça, je pense. Je pense que vous savez. Hein. Il lui donne un garde du corps. Le mec, il va forcément être beau et sexy. Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop beau en tout cas. Oui, c'est clair. Sortie suivante. Franchement, cette maison d'édition-là, elle va avoir mon argent, je pense. Hein. Sortie suivante. La passeuse de mots, le préquel. Ça, c'est la version brochée. Et je crois qu'il va y avoir une version collector. Parce que je l'ai vu passer. Mais j'ai pas lu la passeuse de mots, donc je vous le dis juste pour vous, il va y avoir un préquel. Voilà, et je trouve la version brochée en blanc comme ça vachement bien. Je la trouve super jolie. Après, à voir. Moi, j'aimerais bien déjà lire le tome 1, ça serait bien. Ça serait bien. Faudrait peut-être que je m'y mette un jour. Sortie suivante. Les Arcanes de Brume, le tome 1, la cartomancienne, c'est chez la collection R, et c'est de Fanny Caldine, je ne sais pas. C'est un premier tome de saga. Et on vous dit qu'on est à Marseille en 1850. On suit Pita, qui est une jeune mendiante livrée à elle-même. Elle ne peut compter sur rien d'autre que son intelligence, jusqu'au jour où une vieille folle mourante lui lègue un mystérieux oracle. Rapidement, Pi se découvre un merveilleux pouvoir, lire les cartes en passant dans un autre monde où elle distingue des formes qui dansent et évoluent au milieu des brumes. Mais la vieille l'a averti, les cartes attireront les convoitises et des personnes malveillantes tenteront de s'en emparer. Moi personnellement, je le veux. Je pense, enfin j'espère que la collection R va nous le proposer, parce que je suis partenaire avec la collection R, mais j'ai pas encore. Franchement j'espère, parce qu'il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. On est d'accord, ça attire, hein. Le côté carte, arcane, machin, ça attire. Ça attire. La couverture j'aime pas, mais parce que j'aime pas le vert. C'est très personnel, je déteste la couleur verte. Donc voilà, mais j'imagine que quand t'aimes bien le vert, c'est joli. J'imagine. Je déteste le vert, c'est vraiment un truc que je ne peux pas voir, je supporte pas. Mais voilà. Suivant. Il en reste pas tant que ça, hein. Il en reste 5. On est à la fin. La saison des disparus que j'ai reçue en épreuve non corrigée de la part de l'école des loisirs, donc chez Medium Plus. Et en plus, on a été invité à une soirée, mais je pourrais pas y aller, évidemment, avec mon travail comme d'habitude. On a été invité à une soirée pour aller se présenter et tout, avec robe de soirée et tout, je suis trop deg. Donc voilà, Londres 1878, en débarquant dans la capitale pour la season, et là tu penses à Bridgerton, les jeunes sœurs Morwood s'attendent à découvrir les charmes de la vie mondaine. Mais c'est chez l'école des loisirs, je le rappelle, donc c'est du jeunesse. Ou en tout cas de l'ado. Robe de bal et réception, palais doré et belle duchesse. Chaperonnés par leur tante qui doit veiller sur leurs vertus, Éléanore et Elisa font la connaissance d'un fringant journaliste français, d'un riche héritier un peu coincé et d'un fantasque comte valaque. Mais tout n'est pas que valse, révérence et mouchoirs semés à tout vent. À la même période, les journaux évoquent de mystérieuses disparitions d'enfants dans plusieurs villes d'Europe. Et si Londres était la prochaine sur la liste? Franchement. Même pour la couleur des rideaux, elle triche. Salut effroyable journaliste. Coucou. Franchement, ça a l'air trop bien. Donc quand ils m'ont proposé de l'avoir en épreuve non corrigée, j'ai dit bah oui. Et du coup, vous voyez, j'ai été invitée. Mais je pourrais pas y aller. En plus, franchement, au programme, on vous dit, franchement, ça me saoule, visite des collections du musée, rencontre avec l'auteur, et ensuite démonstration et initiation de danse historique. J'aurais trop aimé essayer de faire une danse historique, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais je voulais trop essayer. Donc voilà, il faudrait que j'arrive à le lire pour le 24 mai. Donc il faut que j'essaye de me le caser, en mai, là. Prends congé, mais je peux pas, je suis de garde, je crois, ce jour-là. Danse historique, ça veut rien dire, mais on s'en fiche. On veut le faire. Tu vois, on veut faire une danse historique. C'est peut-être une danse de salon, ou j'en sais rien. Ou un... Comment on dit? Quadrille, merci. Ah, merci. Franchement, j'ai eu trop de mal, Anso, merci beaucoup. Ça allait me hanter toute la soirée. Sortie suivante? Ça vous dit? Sortie suivante. Un tome 3 que j'attendais avec grande impatience quand j'ai lu le tome 2 il y a maintenant quasiment 2 ans. Maintenant, je ne sais pas si j'arriverai à me replonger dedans.
Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le livre 3, L'ombre du shogun, de Camille Monceau chez Gallimard Jeunesse. J'attendais ce roman avec une grande impatience. Le premier, il est bleu, le deuxième rouge, et celui-ci vert, du coup, avec toujours un jaspage qui est très joli. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, c'était chouette. Mais après, moi, je suis pas très difficile. À partir du moment où tu mets un côté asiatique historique, en général, ça passe. Là, pour le coup, je me souviens plus où on en est, quoi. Et je sais que j'avais un peu moins accroché au tome 2 qu'au tome 1, je crois. J'ai l'impression. Donc, je sais pas. Il faudrait peut-être que je vois pour... si Marilyn a fait des résumés spoilants, ça serait cool. Mais je sais pas si elle l'a lu. Donc, on verra bien. On verra bien. Si j'arrive à me remémorer les 2 premiers tomes, je le lirai avec grand plaisir. Avant-dernière sortie. Il est trop beau pour une couve verte. Franchement, il est beau. Même si j'aime pas le vert, je trouve ce vert joli. Voilà. Avant-dernière sortie, La Cité du Savoir de Nadia Coste aux éditions Scrinéo, que j'ai reçu en e-book pour le coup, donc je vais le lire. On vous dit... pourquoi j'ai voulu le lire déjà? Imaginez un monde où la magie tire son pouvoir des mots. Ah, c'est pour ça. Sur l'île d'Iclion, Sophia rêve depuis toujours d'intégrer l'école de Philopolis, la Cité du Savoir. Là-bas, elle pourra enfin apprendre à maîtriser la magie des mots. J'arrive plus à parler, c'est fini. De son côté, son meilleur ami Théo n'a jamais voulu apprendre à lire. Son grand frère fait partie de ceux qui sont revenus de la cité affectés par la dyspnoïa, une maladie mentale qui touche les étudiants recalés à l'examen final. Je veux trop lire ça. Lorsque Sophia est admise à l'école, Théo embarque pour Philopolis afin de la protéger. À peine arrivé, il se joint à la guilde des voleurs qui résiste dans l'ombre à la magie des penseurs. Mais il découvre que la cité cache bien des secrets, blablabla, on s'en doute bien, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Franchement, il a l'air chouette. Je l'ai sur ma liseuse. J'ai ma liseuse pas loin. Je l'ai sur ma liseuse, donc je pense que ça va être ma lecture du soir. Vous savez, moi, quand je vais me coucher, j'aime bien avoir ma lecture sur liseuse. C'est plus simple plutôt que de laisser la lumière allumée et tout. Quand j'ai lu la première phrase, ça m'a suffi. On est d'accord, hein? On est d'accord. Et dernière sortie de cette vidéo. Enfin, dernière sortie. Marissa Meyer. Ah, j'étais obligée, c'est Gilded. Et franchement, ça a l'air trop bien. Franchement... Je peux pas. C'est Marissa Meyer, quoi. Comment tu veux que je passe à côté de Marissa Meyer? Marissa Meyer, qu'est-ce qu'elle a fait? Les Chroniques lunaires. Elle a fait... Est-ce qu'elle a fait Heartless aussi, je crois? Oui, Heartless, c'était Marissa Meyer aussi. Enfin, voilà. On vous dit... Maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Serilda attire l'attention du sinistre roi des Aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre rempli de ghouls et de fantômes, où des corbeaux sans yeux traquent chacun de ses mouvements. Le roi ordonne à Serilda d'accomplir la tâche impossible de filer de la paille en or avant le lever du soleil, où elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Je veux pas lire la suite, mais j'ai lu Rumpelstiltskin. On a besoin. Franchement, j'ai besoin de ce livre. Franchement. Mais pourquoi chez DS? On est d'accord, pourquoi il sort chez Deux Sexus, sérieux? Pourquoi Pocket Jeunesse l'a pas racheté? N'a pas repris les droits? On est d'accord. Je crois que je suis la seule à ne pas être hypée par Gilded, mais je sortirai les Chroniques lunaires de ma palle un jour. Ok. Que se passe-t-il avec l'or et les cages? On est d'accord, hein, c'est le moment. Hein. C'est le moment depuis Guild. Hein. Mais même j'ai lu Gilded, j'étais là. Mais on a déjà eu Guild. C'est bon. Je trouve dommage que ce livre a presque le même titre et la même couve. On est d'accord. On est d'accord, mais tu comprends que t'es vraiment sur autre chose, par contre. Ouais, franchement, pourquoi chez Deux Sexus? Ah là là, pourquoi? Ils pouvaient pas continuer à publier Marissa Meyer, Pocket Jeunesse, sérieux? Ça aurait vachement marché. Ça aurait vachement marché, c'est sûr. C'est sûr. Mais bref, ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Il est carrément sur ma liste, celui-ci. Donc voilà, pour les sorties littéraires de mai, je vous ai parlé de plus de 28 livres, plus les 2 que j'ai présentés avant, donc 30 livres. J'espère que ça vous a plu. On va arrêter là pour YouTube. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir comme je dis toujours. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.